La Rolex de papa était la seule chose qu'il m'avait laissée. Pas la maison, pas la voiture, juste le temps. Figé sur un cadran en or enveloppé dans un cuir adouci par les années passées puis à son poignet, il est resté dans mon tiroir pendant 6 mois. Silencieux intact, un battement de cœur piégé dans le métal. Puis un matin, il avait disparu. J'ai retourné l'endroit. J'ai vérifié les tiroirs. Sous le lit. La boîte à bijoux était vide. J'ai confronté maman. Elle n'a pas scié. « Oh, nous l'avons vendu !» a-t-elle dit en remuant du sucre dans son thé. « Ton demi-frère avait besoin de capital pour sa start-up. Tu comprends, n'est-ce pas ?» Je ne comprenais pas. Elle a souri comme si je faisais une scène. « Ton père est parti, ma chérie. À quoi te sert cette montre maintenant? Au moins ton nouveau père peut en profiter. Je m'appelle Georgia, et si vous pensez savoir comment cela se termine, ne retenez pas votre souffle. Que se passe-t-il lorsque la seule chose qu'il vous reste est la dernière chose que les autres comprennent? Je suis allé en voiture chez le prêteur sur gage cet après-midi-là. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Peut-être la racheter, peut-être juste la contempler derrière une vitre, mais le propriétaire m'a accueilli à la porte. La cinquantaine nerveux. « Vous êtes Georgia Brooks ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Il a attrapé quelque chose sous le comptoir et me l'a tendu, la Rolex, intacte. Puis il s'est penché et a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Madame, vous devez voir ce qui était caché à l'intérieur de cette montre. » Il l'a posée sur un chiffon et a dévissé le dos du boîtier avec des doigts tremblants. À l'intérieur, il n'y avait pas de mécanisme plus maintenant. Il y avait un bout de papier, plié, serré, jauni fragile. Il me l'a tendu. Je l'ai déplié lentement. Une seule ligne manuscrite. « S'il trouve ça avant, elle ne fait confiance à personne. » C'était signé « Papa ». Et soudain, la seule chose qu'il ne voulait pas que j'aie était la seule chose qui comptait. Je suis resté assise dans ma voiture pendant des heures, tenant la note comme si elle pouvait me brûler la peau. S'il trouve ça avant, elle ne fait confiance à personne. Qui était il? Et pourquoi diable mon père aurait-il caché un message à l'intérieur d'une Rolex? C'était un homme discret. Ordonné précis, jamais en retard, jamais bruyant. Le genre d'homme qui vous appelait depuis l'allée au lieu de klaxonner. Le genre d'homme qui laissait exactement une seule chose derrière lui, avec tout caché à l'intérieur. Je suis rentré à la maison, non pas celle où j'avais grandi, mais à un box de stockage que je payais moi-même depuis sa mort. Ses dossiers, ses vieux journaux, quelques coffres forts de son époque militaire qu'il ne m'avait jamais laissé toucher jusqu'à maintenant. J'ai ouvert le box, j'ai fouillé dans ses affaires comme une femme possédée, et je l'ai finalement trouvé un agenda relié en cuir, enveloppé dans un sac de supermarché. À l'intérieur des codes, des symboles, des coordonnées, et une note de sa même écriture nette. Seule, elle connaîtra le schéma. Ma poitrine s'est serrée. J'ai feuilleté les pages, les lignes et les chiffres des noms que je ne reconnaissais pas. Mais sur la dernière page, écrit au stylo bleu comme une pensée tardive, il y avait mon nom, Georgia. Le jour viendra. Tu seras seule, mais tu seras prête. C'est à ce moment-là que j'ai su. Mon père ne m'avait pas seulement laissé une montre, il m'avait laissé un avertissement et peut-être une arme. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel. Numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Puis le message vocal est arrivé, une voix d'homme. Vous avez quelque chose qui ne vous appartient pas. Rendez-le ou vous perdrez plus que du temps. Je me suis figé. Je n'en avais parlé à personne, ni au prêteur sur gage, ni même à ma meilleure amie. Mais quelqu'un savait. Et quelqu'un observait. J'ai regardé à nouveau la montre, et pour la première fois depuis sa mort, j'ai murmuré dans le silence. « D'accord, papa. » Voyons de quoi ils avaient si peur.
J'ai conduit jusqu'à la périphérie de la ville, là où le signal cellulaire s'estompait et où l'air semblait plus ancien. La première série de coordonnées de l'agenda de papa menait ici un dépôt de train abandonné, caché derrière une rangée d'arbres oubliés. Enfant, je me souviens qu'il s'était garé près de cet endroit une fois. Il disait que c'était le seul endroit calme qui restait. Maintenant, je comprenais pourquoi. Je me suis garé. La montre dans ma poche, l'agenda sur le siège. Je me suis approché du portail rouillé. Il s'est ouvert comme s'il m'avait attendu. À l'intérieur du dépôt, j'ai suivi des flèches délavées, peintes sur le béton rouge, puis bleu, puis vert. Elles m'ont mené à un mur fissuré, brûlé, avec une brique descellée et un petit coffre-fort enterré derrière. Serrure à combinaison. J'ai sorti la Rolex et l'ai tenue à la lumière. Là, gravé sur le dos du boîtier, 1833. Son anniversaire, le mien, l'année de la première montre, qu'il m'ait jamais offerte, celle en plastique bas de gamme de la fête foraine. J'ai composé le code. Clic. À l'intérieur, une autre note et une clé USB. La note disait « S'il surveille encore, ne rentre pas à la maison. » Pas encore. J'ai empoché les deux, le cœur battant le souffle court. En retournant à la lumière du jour, mon téléphone a vibré. Numéro bloqué à nouveau. Je l'ai laissé sonner, puis j'ai vérifié le rétroviseur de ma voiture. Un véhicule utilitaire sport sombre était garé 2 rues derrière moi, moteur en marche, vitres teintées, en observation. Je ne suis pas retourné à la voiture. J'ai marché dans la direction opposée, j'ai coupé par des ruelles, et je suis monté dans un bus qui sortait de la ville, avec rien d'autre que la clé USB, la note et la Rolex glissée sous ma manche. Papa n'était pas paranoïaque, il me préparait. J'ai réservé une chambre de motel, à 1 heure de la ville, en espèces, sans pièce d'identité, le genre d'endroit avec des néons qui grésillent et où l'on ne pose pas de questions. J'ai attendu jusqu'à 2 heures du matin. Puis j'ai sorti la clé USB et l'ai branchée sur mon vieil ordinateur portable, celui que papa m'avait donné pour l'université, celui sans cloud, sans synchronisation, sans trace. L'écran s'est allumé. Un seul dossier, sans titre. À l'intérieur des vidéos, des documents, des scans de contrats, des photos. J'ai cliqué sur la première vidéo. Des images granuleuses. Mon beau-père plus jeune en sueur, négligé, assis en face d'un homme que je ne reconnaissais pas, qui faisait glisser un dossier sur la table. Et puis, j'ai entendu sa voix. Le beau-père ? Tant que l'argent continue de circuler, personne dans la famille ne pose de questions. La fille n'a aucune importance. Son père est en train de mourir de toute façon. La date sur la vidéo 4 mois avant la mort de mon père. Mon estomac s'est retourné. Ce n'était pas une start-up. C'était une couverture. J'ai ouvert un autre fichier. Une police d'assurance vie. La signature de papa falsifiée transférant la moitié du paiement sur un compte privé au nom de mon demi-frère. Un autre fichier des courriels entre ma mère et l'avocat. Froids efficaces. Maman écrivait « Si jamais elle pose des questions, dis que les fonds n'ont jamais été déclarés. Elle est sentimentale. Cette montre la maintiendra distraite. » Il ne s'était pas contenté de me voler. Il l'avait effacée morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une Rolex avec des secrets cachés derrière une vitre. Et maintenant, il savait que j'avais tout. À 3h12 du matin, j'ai reçu un autre message, sans numéro, juste du texte. Nous vous avions prévenu. Rentrez à la maison seul, ou la prochaine chose que nous prendrons ne sera pas de l'argent. J'ai fixé l'écran. Puis je me suis regardé dans le miroir. Plus effrayé, plus maintenant. Parce que je ne rentrais pas à la maison pour faire la paix. Je rentrais à la maison pour tout briser. Le ciel était encore sombre quand je suis revenu en ville. Je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé au seul endroit
où il ne penserait jamais à regarder l'atelier de papa derrière l'église. La moitié de la ville pensait qu'il avait été vidé, mais les clés fonctionnaient toujours. À l'intérieur de la poussière de vieux outils, sa veste militaire délavée, accrochée comme un fantôme au mur. J'ai glissé la clé USB dans un photocopieur des années 90, le genre sans Internet, mais avec beaucoup d'encre. J'ai imprimé chaque fichier, chaque courriel, chaque transaction, 100 pages de trahison encre noire sur papier blanc. Puis, je les ai mises dans un classeur intitulé « Projet de start-up ». Parce que pourquoi ne pas remuer le couteau dans la plaie? J'ai conduit jusqu'à la maison, celle que j'appelais autrefois mon foyer. Ils attendaient, bien sûr. Maman a ouvert la porte, son peignoir serré, la bouche déjà tendue. Derrière elle, mon beau-père se tenait comme un homme qui sait que les secrets ne fonctionnent que lorsque personne d'autre ne regarde. « Où est la clé USB » a-t-elle dit. J'ai brandi le classeur à la place. « Lisez-le ensemble » ai-je dit. Projet de famille. Je l'ai bousculé et me suis assise à la table de la cuisine, la même où il m'avait dit « Nous ne pouvons tout simplement pas diviser les biens de papa en 3. C'est compliqué. » Elle a ouvert le classeur. Ses yeux ont balayé les pages. Son visage a changé. À la page 4, ses mains ont commencé à trembler. À la page 11, elle s'est assise et n'a plus parlé. Le beau-père a tourné les pages plus vite, comme s'il pouvait effacer la vérité en la lisant. Il a tendu la main vers mon bras. « Je ne sais pas ce que tu crois faire. » Je me suis levé. « Je fais exactement ce pourquoi papa m'a entraîné. » Maman a levé les yeux. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Ça veut dire que ce n'est pas une négociation. J'ai laissé tomber une petite enveloppe sur la table. À l'intérieur des copies de tout étiqueté et adressées au service des impôts, à un journaliste local et à l'ancien contact militaire de papa. S'il m'arrive quoi que ce soit, ai-je dit, elles partent. « Tu ne ferais pas ça » a dit mon beau-père, mais sa voix s'est brisée. « Je l'ai déjà fait » ai-je répondu. Il a ouvert la bouche à nouveau, mais maman l'a arrêté. Ses yeux n'ont jamais quitté les miens. « Georgia » a-t-elle murmuré. « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai souri. Le temps qu'il a volé, le silence qui a suivi n'était pas la paix. C'était la peur. Et je l'ai laissé s'installer. Je l'ai laissé mariner. Pour une fois, ce n'était pas moi qui comblais le vide, qui suppliait pour de la décence ou une conclusion. C'était eux. À la fin de la semaine, le site web de la start-up de mon demi-frère avait disparu. Les liens PayPal s'étaient volatilisés, les investisseurs partis. Il s'avère qu'ils n'aiment pas être associés à des mots comme fraude et falsification, surtout lorsque des captures d'écran commencent à circuler sur des forums d'affaires privés, ceux que papa avait l'habitude de modérer discrètement sous un pseudonyme. Pendant ce temps, l'avocat qu'ils avaient engagé pour gérer la succession de papa a démissionné, invoquant des conflits éthiques. Je n'ai même pas eu à décrocher le téléphone. La vérité s'est infiltrée comme de l'eau dans du béton fissuré. Puis est venu le moment que j'attendais. Maman s'est présentée à ma porte sans maquillage, sans bague, juste un dossier à la main et des regrets étalés sur son visage, comme un mascara qui ne partait pas au lavage. « Je veux réparer ça », a-t-elle dit. Je l'ai laissé sur le porche. Je ne l'ai pas invité à entrer. « Ton père ne m'a pas tout dit », a-t-elle ajouté. J'avais peur. Je ne pensais pas que tu comprendrais. J'ai croisé les bras. Ne me mens pas sur le pas de ma porte. Tu savais. Tu t'en fichais, c'est tout. Elle a ouvert le dossier. À l'intérieur, l'acte de propriété de l'atelier de papa, signé à mon nom. C'est tout ce que je peux donner, a-t-elle dit. Le reste, c'est brisé. Je n'ai pas souri, je ne me suis pas adouci, mais j'ai pris l'acte. Non pas parce que cela arrangeait les choses, mais parce que cela rendait quelque chose mien. Alors qu'elle s'éloignait, elle s'est retournée une dernière fois.
Tu es vraiment la fille de ton père. Non, pensai-je. Je suis moi-même. Mais je l'ai laissé garder son illusion. C'était la chose la plus gentille qu'il me restait à offrir. J'ai emporté l'acte directement au palais de justice et l'ai déposé moi-même. Pas d'avocat, pas d'intermédiaire, juste moi, ma signature, et une femme derrière le bureau qui a jeté un coup d'œil au papier et a dit « Vous vous êtes battu pour ça, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. Et pour une fois, je ne me sentais pas fatigué. Je me sentais réel. Plus tard dans la journée, je suis retourné à l'atelier, j'ai déverrouillé la porte rouillée, qui portait maintenant mon nom, et j'ai passé mes doigts sur la table, où papa avait l'habitude de réparer des radios, des montres, des vies. Et pour la première fois, depuis ses funérailles, j'ai pleuré. Pas pour ce qu'ils avaient fait, pas pour ce qu'ils avaient volé, mais pour l'homme qui avait caché tout un héritage à l'intérieur d'une montre, parce qu'il savait que personne d'autre ne le protégerait. J'ai passé la semaine suivante à tout vider chaque boulon, chaque plan, chaque message discret qu'il avait laissé dans les marges des carnets. Enfoui dans l'un des tiroirs, j'ai trouvé une enveloppe que j'avais manquée, mon nom écrit à l'encre noire et nette. À l'intérieur, une note disait « Si tu lis ceci, tu as réussi le test. Ne laisse pas le pardon t'empêcher de poser des limites. Et ne laisse pas l'amour devenir ta laisse. Tu n'es pas ici pour porter les gens brisés. Tu es ici pour construire. » Signé papa. Je l'ai pressé contre ma poitrine comme un battement de cœur. Parce qu'il n'était pas paranoïaque. Il me préparait. Le lendemain, j'ai rouvert l'espace, non pas comme un atelier, mais comme un centre d'entraide des cours de finance gratuits, un soutien discret pour les femmes évincées des héritages, pour les filles à qui l'on a dit « ce n'est pas vraiment à toi ». Et sur la porte vitrée, peint dans une douce écriture dorée, Brooks et le temps pour ceux qu'ils ont essayé de laisser pour compte. Je n'ai rien publié à ce sujet, je ne l'ai pas annoncé. Mais en une semaine, la file d'attente faisait le tour du pâté de maison. Parce que parfois, la guérison n'est pas bruyante. Parfois, elle est simplement honnête. La première personne à franchir les portes de Brooks et le temps était une fille d'à peine 19 ans, des mains tremblantes, des yeux discrets. Elle a dit que son beau-père avait vendu les terres de sa grand-mère et lui avait dit « De toute façon, rien n'a jamais été à ton nom. » Je n'ai pas demandé de détails. J'ai simplement tiré une chaise et lui ai appris comment déposer un dossier, comment se battre, comment rester debout. Elle est partie avec un dossier, un plan et le menton relevé d'un cran de plus qu'en entrant. Après cela, d'autres sont venus. Des femmes, des hommes, des gens qui avaient été discrètement effacés par les lignées familiales et les comptes bancaires, les oubliés, les rejetés, les figurants. J'ai fait de la place pour chacun d'entre eux, pas en tant qu'héroïne, en tant que preuve. La preuve qu'on peut se relever même quand ils vous ont dépouillé jusqu'à l'os, qu'on peut renaître de cendres, qu'ils n'ont même pas pris la peine de balayer. Un mois plus tard, j'ai visité la tombe de papa. J'ai posé une montre sur la pierre, pas la Rolex, une nouvelle. En acier sobre, intemporel. Et une note en dessous, « Tu avais raison. » Ils ont essayé. Mais j'étais prête. En retournant à la voiture, mon téléphone a vibré. Une alerte d'un site d'information. Titre : Une femme transforme un scandale d'héritage en bouée de sauvetage pour des dizaines de personnes. Brooks et le temps acquièrent une renommée nationale. Je n'ai pas souri. J'ai juste expiré. Parce qu'il m'avait volé. Il s'était moqué de moi. Avait vendu la mémoire de mon père pour un projet d'entreprise. Et maintenant, il me regardait devenir intouchable, non par vengeance, mais par la vérité. À la maison, j'ai rangé l'agenda de papa, non pas hors de vue, juste dans un tiroir avec une serrure.
Certaines choses n'ont plus besoin d'être portées, certaines choses ont déjà fait leur travail. Et la fille à qui on n'avait laissé que du temps, elle l'a utilisé. Jusqu'à la dernière.